Alors, comment fonctionnent les banques? De façon très simple, j'évacue de mon propos tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde bancaire, dans la discussion entre le monde bancaire et le pouvoir politique, qu'il soit national, voire international, puisque l'Europe est en train de réfléchir aujourd'hui à l'émission en fait d'une dette majeure d'au moins 1000 milliards d'euros. Voilà, donc ça, c'est pas mon propos aujourd'hui, c'est la relation bancaire entre l'entreprise et sa banque, c'est-à-dire son principal pourvoyeur de fonds structurels. Alors, que c'est financer la banque? Ce n'est pas une surprise pour vous. Tout d'abord, des investissements, qu'ils soient corporels ou incorporels, dans lesquels on va retrouver des investissements de renouvellement, des véhicules, du matériel informatique, du matériel industriel, pourquoi pas. Des investissements de productivité, des investissements d'augmentation de capacité. Il faut s'étendre, il faut augmenter le nombre de surfaces de vente, de production, etc. C'est un investissement de capacité. Mais également des investissements un peu plus immatériels, qui peuvent être des investissements en fait, de modernisation et d'innovation. Ce qu'elle sait financer, la banque, ce sont les opérations de croissance externe aussi, lorsqu'une entreprise va décider, pour aller plus vite, pour intervenir plus rapidement et de façon plus pertinente sur un marché, et bien plutôt que de faire de la croissance endogène, elle va aller sur le marché, en fait, racheter soit un concurrent, soit une entreprise qui va lui amener donc un positionnement complémentaire intéressant. Ça, ce type d'opération, la banque sait le financer. Elle sait financer, la banque également, le cycle d'exploitation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. On va y revenir régulièrement dans cet exposé. Ça, il n'y a pas de problème, la banque le finance. Elle sait aussi refinancer des choses un peu plus techniques que sont les restructurations de dette, au moment où l'entreprise arrive à un terme et une échéance importante de sa vie financière, eh bien, il arrive qu'elle demande un refinancement de sa dette de façon à rallonger l'échéance et à la restructurer. Et puis, il y a les pertes, et ça, malheureusement, les pertes, les banques ne savent pas les financer. On va voir pourquoi. Donc ça, il faut l'oublier. Si on s'adresse à une banque en disant, voilà, on est vraiment mal, on a des problèmes de trésor, parce qu'on fait des pertes récurrentes depuis des mois, on va avoir vraiment des difficultés à convaincre le partenaire à nous financer, quelle que soit notre demande. Alors, comment une demande de financement est instruite, grosso modo, quelles que soient les banques? L'entreprise a affaire à un interlocuteur qu'on appelle un conseiller, un chargé de clientèle, qui va être le premier récepteur de la demande de financement de l'entreprise. Et il va procéder à une première estimation. Il va collecter, ce conseiller, des informations auprès du dirigeant, des DAF, des RAF. Ça va prendre un certain temps, parce qu'il va falloir collecter les comptes, les liasses fiscales. En fonction de la période où on se situe, si le bilan doit sortir dans 2 mois, le conseiller va dire qu'il va attendre un petit peu que le bilan sorte. Si le commissaire aux comptes n'a pas encore audité et validé les comptes, il va falloir attendre le commissaire aux comptes, etc. C'est une phase un petit peu lourde et qui souvent couche assez mal avec l'urgence dans laquelle l'entreprise peut se trouver pour lever ses fonds. Donc, premier acte, le chargé de clientèle collecte les informations pour commencer à constituer le dossier. Dans un deuxième temps, il va s'appuyer sur son back-office bancaire, qui sont donc des ingénieurs financiers, des ingénieurs bancaires, qui vont analyser le dossier sous l'angle d'abord de la situation de l'entreprise, sur le plan de sa structure financière, mais également sur le plan de ses prévisions de croissance et surtout de sa capacité à générer des cash flows dans le futur, de façon à s'assurer qu'elle pourra faire face à d'éventuels remboursements d'emprunts si jamais la banque décide de lui accorder. L'analyse sera faite évidemment au niveau stratégique, d'où l'importance du projet stratégique que l'entreprise fournira à ce moment-là. Et puis, il y aura aussi une analyse du risque par lequel plutôt la banque va avoir une approche non plus sur le dossier lui-même, ni sur l'entreprise, mais sur son exposition globale au risque. À combien la banque est-elle engagée aux côtés de cette entreprise, depuis quand, combien l'entreprise, à quel niveau est-elle endettée. Voilà, cette analyse de risque est importante dans l'appréciation d'un dossier. Voilà, ce back-office va ensuite transmettre une synthèse technique à un comité arbitral, qu'on appelle un comité
d'engagement ou d'investissement selon les termes, et qui sera le seul décideur à la fin, qui donnera le go ou no go sur un dossier et qui pourra donc accorder le prêt, le rejeter ou alors adopter une position intermédiaire qu'on appelle l'ajournement et qui va consister à revenir vers l'entreprise pour lui demander des compléments d'information. Alors, le principe général, c'est que la banque, quelle qu'elle soit, va toujours chercher à couvrir au moins 100% de son risque. Ça peut vous faire sourire, mais il est rare qu'une banque se satisfasse de ne couvrir que 100% du risque. Hein. C'est souvent légèrement au-dessus. Alors, je ne vais pas rentrer dans la complexité du droit du crédit et du droit de la caution. On va le voir très rapidement. Mais quoi qu'il en soit, elle doit se couvrir d'abord contre le risque du défaut de paiement de son débiteur. Une analyse de risque, on l'a vu avant la décision de financement, où l'examen de la situation de l'entreprise sera effectué, l'examen de la solidité du projet stratégique et de son modèle économique. Entendez par là, il faut prouver que l'entreprise est positionnée et a choisi un modèle économique qui lui permettra d'être rentable, donc viable. Et encore une fois, je vous le disais, un examen de l'exposition globale de la banque sur l'entreprise. Elle va se couvrir donc par ces analyses au premier niveau, mais ce n'est pas suffisant parce qu'elle peut se tromper, et puis il peut y avoir des aléas. Elle va prendre des garanties là-bas. Alors ces garanties, ça va être d'abord au niveau des PME, on la connaît, une garantie de BPI France qui peut aller jusqu'à 70%. Et il reste 30% à couvrir. Alors la banque va pouvoir nantir le fonds de commerce ou les parts sociales, va pouvoir prendre des hypothèques, hein, quasiment uniquement sur les projets immobiliers. Elle va aussi pouvoir demander une caution personnelle des dirigeants. Et là, ça fait toujours un petit peu mal, ça pique un peu. Alors les coopératives, vous avez de la chance parce que vous êtes fédérés par un mouvement qui a su organiser parmi ces instruments financiers un instrument de garantie collective. Hein. Et donc, effectivement, nous avons là, mais il en existe d'autres, mais dans le giron coopératif, une caution mutuelle avec le crédit coopératif qui permet effectivement de se suppléer, carrément de remplacer la caution personnelle du dirigeant. Pour les opérations importantes, la banque va aller plus loin, au-delà de la prise de garantie, c'est qu'elle va inscrire dans le contrat de prêt ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde, qu'on appelle aussi des covenants, et qui sont en fait un engagement de l'entreprise à être au rendez-vous lors de certaines échéances, certains points de passage et en regard de certains indicateurs qui sont négociés avant la signature du prêt entre l'entreprise et la banque ou le syndicat de banque. Je dirais à l'extrême, si l'entreprise venait à faire défaut sur ces covenants, elle pourrait être contrainte de rembourser par anticipation l'engagement et les encours donc financiers qu'elle doit encore à la banque à ce moment. L'autre principe, c'est que la banque ne peut pas prêter à des entreprises compromises. Non pas parce qu'elle ne veut pas ou qu'elle elle estime que ce n'est pas du bon business qu'elle ferait à aider des entreprises en difficulté, c'est que sur un plan juridique, elle risque d'être appelée en complément de passif si jamais la boîte tombait et qu'un mandataire judiciaire venait à chercher la responsabilité de la banque en complément de passif. Elle pourrait même être condamnée pour soutien abusif et voir effectivement prononcer la déchéance de sa créance, voire sa responsabilité pleine et entière et solidaire du passif. Donc, dans le contexte de la crise économique majeure d'aujourd'hui, les banques vont donc renforcer, c'est le message que je vais vous faire passer, leur vigilance et relever leur niveau d'exigence des critères de financement à la sortie de cette crise. Donc, tout le monde ne pourra pas facilement, effectivement, accéder au financement. Et ce que je vous propose, c'est de voir comment se mettre et mettre l'entreprise dans la meilleure configuration possible pour obtenir ces financements. Alors d'abord, d'où proviennent ces besoins de cash? Je crois qu'il faut partir de là parce qu'un besoin de financement, c'est un grand mot, mais ça se traduit très concrètement par un besoin d'argent, c'est-à-dire de trésorerie. Alors je fais juste un petit focus sur la trésorerie pour que tout le monde soit au même niveau.
On va d'abord parler des encaissements. La trésorerie, elle est nourrie par des recettes que l'entreprise perçoit, à la fois de ses activités d'exploitation, et là, par les règlements des clients, vous voyez, à partir de la facturation, bien sûr, mais elle va percevoir des encaissements hors exploitation. Il peut s'agir de cessions d'immobilisation, du décaissement de nouveaux emprunts, de la perception de subventions, de dividendes si jamais l'entreprise a des parts et des participations dans d'autres sociétés, etc. Tout ça représente donc les encaissements, c'est-à-dire les entrées de trésorerie dans les caisses de l'entreprise. De l'autre côté, eh bien, il y a évidemment les décaissements. D'abord les décaissements d'exploitation, avec le règlement des fournisseurs de l'entreprise. Et vous voyez que au niveau de l'exploitation, entre les recettes des règlements clients et les décaissements des règlements fournisseurs, il y a une variable d'ajustement qui est la TVA à payer, qui fait le solde entre la TVA collectée qu'on doit reverser à l'État, fisc, et la TVA des fournisseurs que l'on peut récupérer. Et donc, cette TVA à payer est une composante importante, évidemment, de la trésorerie. Nous allons voir au niveau des autres décaissements d'exploitation, bien sûr, toute la sphère sociale, fiscale et financière. Il faudra payer les salaires, les charges, les impôts et les taxes, mais aussi les emprunts sur les concours financiers qu'on a obtenus. Et puis, il y aura des décaissements aussi hors exploitation concernant l'acquisition d'immobilisation, c'est-à-dire les investissements, mais aussi le remboursement des emprunts et le paiement de l'impôt société pour ceux qui en payent, le versement éventuel du dividende et pour les coopératives, le déblocage, vous savez, tous les 5 ans, de la participation vis-à-vis des coopérateurs qui marquent souvent des décaissements extrêmement importants dans la trésorerie des SCOP. Eh bien, c'est tout simple. Ensuite, on fait la somme arithmétique entre les recettes positives et les décaissements, les dépenses négatives, pour obtenir, après avoir évidemment rajouté le solde initial, la position, le solde de trésorerie. Voilà. Alors ce schéma, il paraît simple, il paraît évident, mais il est important de retenir que la trésorerie n'est pas un sujet en soi. C'est une conséquence de tout le reste. Et lorsqu'une entreprise dit moi, mon activité marche bien, mais j'ai des problèmes de trésorerie, c'est pas qu'elle a des problèmes de trésorerie, c'est que d'autres problèmes en amont de son organisation, de son marché, de ses marges, etc., conduisent effectivement à une position inconfortable de trésorerie. Donc retenons, la trésorerie est la conséquence de tout le reste dans l'entreprise.